Vamos por los valles salteños. À travers la vallée sacrée des Incas, nous poursuivons notre voyage au Pérou sur les rives du fleuve Urubamba. Au-dessus de la petite cité de Pisac, le site archéologique Inca est un des plus fascinants du Pérou. On l'aborde par le secteur agricole, où se découpent encore les terrasses que cultivaient les Incas. Pour lutter contre l'érosion, les terrasses sont régulièrement restaurées. Ces bâtiments sont le secteur militaire. Leur position stratégique permettait de contrôler les vallées. Comme dans le fortin de Pucapucara, la construction est plus grossière. Les pierres ne sont pas polies. C'est à ces détails que les archéologues distinguent les différents types de construction. Sur la gauche, nous laissons en contrebas le secteur militaire pour atteindre le secteur religieux de Pisac. Le sanctuaire domine une cime de la montagne. Il est constitué de plusieurs bâtiments rectangulaires dont les pierres sont finement taillées. Cette pierre était un autel du secteur religieux. Une source descend vers le secteur agricole en traversant des fontaines liturgiques. Ces bâtiments devaient servir au logement des prêtres. Au centre du complexe religieux, en forme de fer à cheval, l'Intihuatana, il entourait l'autel du culte. La porte de l'Intihuatana s'inscrit dans l'axe de la vallée sacrée. Sur le flanc droit de la montagne, les terrasses redescendent vers la petite ville de Pisac. La place du marché est le cœur très animé de la cité. Dans un angle de la place, c'est le tirage de la loterie. El segundo que se va al agua es el 291. Mariano Machicado Pérez. Estamos bien todos. Al agua. A la bicicleta. À l'écart de l'agitation de la place, des petits pains sortent tout chauds du four du boulanger. Pour se rendre à Machu Picchu, le seul moyen d'accès est le rail. Nous partons de la gare d'Ollantaytambo.
Notre train est réservé aux touristes. Le train local que nous croisons est destiné aux habitants qui vivent le long de la ligne. Pérorail gère ce service public pour aider les communautés locales. Les touristes qui y prennent place privent les Péruviens de leur seul moyen de transport accessible. Ils sont donc débarqués à la première occasion. Le terminus d'Aguascalientes est une sorte de décor de western sur fond de forêt tropicale. Aguascalientes est une étape pour passer la nuit, avant d'aller découvrir, tôt le matin, la fabuleuse cité perdue des Incas. Dans la vallée, l'Urubamba creuse son lit au milieu des montagnes. Vers les sommets, la citadelle de Machu Picchu se dissimule au regard. En 1911, l'explorateur américain Hiram Bingham était à la recherche de la cité de Vilcabamba. C'est par hasard, guidé par un paysan du nom d'Arteaga, que Bingham parvint le 24 juillet au Machu Picchu, le vieux sommet en langue quechua. Près d'un siècle après sa découverte, la cité perdue a gardé tout son mystère. Pas seulement pour les brumes dans lesquelles elle s'enveloppe, mais parce qu'en l'absence d'écrit, on ne connaît à peu près rien de l'histoire de Machu Picchu. Une fois traversées les terrasses du secteur agricole, on parvient dans la partie urbaine du site. Il est 9h du matin, la brume dissimule encore le Huayna Picchu. Pendant des siècles, la cité est restée enfouie dans la forêt. Les bâtiments y ont perdu leur toit de chaume. Dominant la vallée de l'Urubamba, la tour ronde du Temple du Soleil. Sous le rocher du Temple du Soleil, Bingham découvrit les restes d'un personnage important. Il baptisa le lieu la Tombe Royale. Le chemin d'accès traverse les terrasses du secteur agricole. Au sommet, le bâtiment qu'on appelle la Maison du Gardien. La brume s'est levée, dévoilant au regard le Huayna Picchu, c'est-à-dire le jeune sommet. Ce rocher, en forme de tête de condor, devait servir à des sacrifices. Les rochers avoisinants sont ses ailes déployées. Après être passé devant la roche sacrée, nous voici au pied du Huayna Picchu, dont nous allons entreprendre l'ascension. La montée est longue et difficile, mais elle offre une nouvelle vision de Machu Picchu. Partant de l'Urubamba, on distingue la route qui amène les navettes de bus qui conduisent les voyageurs à la cité Inca.
De ce point de vue, on distingue le secteur agricole, les zones urbaines et enfin la partie sacrée. Après une heure d'ascension, on parvient au sommet du Huayna Picchu, occupé lui aussi par des vestiges de construction inca. Pour finir l'ascension, il reste à se glisser à travers ce tunnel creusé dans la roche. Dans ce lieu si difficile d'accès, des ouvriers travaillent à la réfection des terrasses qui soutiennent les constructions inca. Du haut du Huayna Picchu s'ouvrent des vues inoubliables sur la vallée creusée par l'Urubamba. Une fois redescendu, je sais que désormais, chaque image du Huayna Picchu me rappellera cette très belle ascension. En haut de cet escalier, on parvient à la partie du site que Bingham avait appelé le quartier industriel. C'est la découverte de grandes quantités d'argile et surtout de ces mortiers qui lui firent présumer que cette pièce était un atelier de céramiste. Au hasard de la promenade, on peut parfois tomber sur un très vieil habitant de Machu Picchu. La Vizcacha, surnommé le lapin des Andes. Dans toute la cité, il existait 16 fontaines, unies par des canaux taillés dans la pierre. Quelques bâtiments du secteur agricole ont retrouvé les toits de chaume de l'époque inca. Ce sont les lamas qui entretiennent les pelouses du site. Nous allons suivre les lamas jusque dans la partie sacrée du site, avec derrière cette stèle le temple aux 3 fenêtres. Elles font face au lever du jour. Le grand temple a été endommagé par un tremblement de terre. Juste derrière se trouvait la chambre des ornements où se préparaient les prêtres. L'Intihuatana occupe le sommet de l'enceinte sacrée. Littéralement, c'est le lieu où l'on attache le soleil. On suppose que cette pierre, façonnée en forme d'observatoire astronomique, servait aux Incas à assurer la permanence du soleil. Le Pinchuncho est un oiseau familier sur le site de Machu Picchu. Pour continuer la visite, je suis remonté en haut des terrasses, près de la roche funéraire, là où partait le sentier inca. Au bout de quelques kilomètres, le sentier s'est interrompu, noyé dans la végétation. Un peu plus loin, au pied de la falaise, demeurait le vieux pont-levis inca. De retour sur le site, il ne me restait plus qu'à profiter encore une fois du merveilleux panorama
sur la cité perdue des Incas. Au lendemain de la visite de Machu Picchu, nous avons repris la route en direction de Puno, sur le lac Titicaca. L'église du village d'Andahuaylilas a été bâtie par les jésuites au XVIIe siècle. D'apparence modeste, elle est pourtant nommée la chapelle Sixtine des Andes pour la beauté de ses fresques et de son architecture intérieure. Notre vision devra s'arrêter à la porte, car on ne peut filmer à l'intérieur. Mais les fresques du porche témoignent du grand besoin de restauration de ce qui fut une très belle église. Retour chez les Incas, nous sommes sur le site archéologique de Raxi. Le temple de Viracocha est un des rares vestiges d'architecture inca à 2 étages. Il était long de 90 mètres, haut de 15, c'était sans doute le plus grand bâtiment couvert construit par les Incas. Compte tenu de la taille exceptionnelle du temple et du grand nombre d'autres monuments, les archéologues pensent que Raxi était pour les Incas un très important centre administratif et religieux, doté d'une population nombreuse. En témoignent également la taille et le nombre de ces constructions circulaires qui furent sans doute des dépôts d'aliments. À l'entrée du site, les toits du village de San Pedro de Cacha sont garnis de tuiles faîtières en forme de taureaux protecteurs. Je prends le micro là, Nous continuons la route des hauts plateaux andins en direction du lac Titicaca. Le bus s'essouffle un peu, nous arrivons au point culminant du voyage, le col de l'Araya, à 4320 mètres d'altitude. À cette altitude, le souffle se fait court, le geste est plus lent et l'on ralentit la marche. La voie ferrée qui traverse l'altiplano relie Cusco à Puno. Redescendu à 3855 mètres d'altitude, Puno sera notre port d'embarquement sur le lac Titicaca. C'est vers le XIIIe siècle que la civilisation des Ouros s'installa sur les eaux du lac. Leurs îles flottantes sont constituées de roseaux assemblés, reliés entre eux pour former un radeau. Pendant des siècles, les Ouros vécurent isolés de la terre ferme. Puis vint le commerce avec les rives du lac, qui entraîna des générations de mariages. La dernière des Ouros est morte en 1959 et les îles sont aujourd'hui habitées par les Aymaras. Ce sont des panneaux solaires qui apportent désormais l'électricité sur les îles. Les maisons sont faites d'un assemblage de roseaux et même la petite église ne déroge pas à la tradition. Si beaucoup des habitants vivent encore comme leurs ancêtres Ouros, de pêche, de chasse
et de la production de canards et d'œufs vendus sur les marchés, le tourisme est désormais une ressource importante pour ces populations. On embarque sur un de ces radeaux de roseaux dont se serait inspiré Thor Heyerdahl, l'explorateur norvégien, pour la construction de son Kon-Tiki. C'est en bateau rapide que nous mettons le cap vers l'île de Takilé, qui se situe à 45 km de Puno. Le lac Titicaca est long de 180 km. En bateau lent, il faut normalement 3 heures pour parvenir sur l'île de Takilé, ce qui en fait un havre de paix au milieu du lac. Les habitants vivent en communauté et la répartition des cultures et des récoltes est faite selon les besoins de chacun. L'île mesure 1 km de large pour 6 km de long. Elle est organisée en 4 communes qui vendent leur production dans les coopératives installées sur la place du village. Sur l'île, le costume est différent de celui porté sur la terre ferme. La tradition locale fait des femmes des tisserandes, alors que les hommes tricotent leurs gilets et leurs bonnets. Le tourisme est lui aussi géré en communauté, afin de répartir les visiteurs entre les quelques restaurants et chambres d'hôtes situés sur l'île. Le sommet de l'île est à 4100 mètres. De là, un chemin descend vers le port, où nous allons reprendre le bateau en direction de Puno. Sur l'altiplano, on élève les camélidés, comme cette alpaga. Mais ce jour-là, on fêtait aussi la Vierge du Rosaire. Nous sommes entrés en Bolivie, toujours sur les rives du lac Titicaca. La petite ville de Copacabana a donné son nom à une célèbre plage de Rio. La cathédrale peut sembler importante pour une si petite ville, mais elle est dédiée
à la Vierge de Copacabana, qui fait l'objet de pèlerinages très importants le 2 février et le 4 août. Les portes de la cathédrale sont gravées de scènes de la vie de la Vierge. Elle navigue sur le lac avec les Ouros. Elle apparaît en rêve à l'Inca Yupanqui. Sa statue est portée au couvent franciscain de La Paz. Le pèlerinage prend parfois un aspect insolite. Les pères franciscains bénissent en effet les automobilistes, mais aussi leurs véhicules dont les moteurs sont alors arrosés d'eau bénite. Pour continuer vers l'est, nous traversons le lac Titicaca par le détroit de Tiquina. Pendant que les véhicules traversent sur une barge, un bateau de voyageurs emporte les passagers. À l'arrivée, il ne nous reste plus qu'à regarder notre bus naviguant sur les eaux du lac Titicaca. Les hauts plateaux boliviens sont bordés par la Cordillère Blanche, dont les sommets s'élèvent à 6500 mètres. « 70 km à l'ouest de La Paz, le site de Tiahuanaco est le symbole de la civilisation du même nom, qui connut son âge d'or entre 900 et 1200 après Jésus-Christ. Les murs du temple semi-souterrain sont ornés de têtes anthropomorphes dont on ne connaît ni l'usage ni la signification. Le temple de Kalasasaya est une vaste enceinte de cérémonie bordée de murs impressionnants. Certains archéologues ont cherché à rapprocher les statues de la civilisation Tiwanaku de celles des Moai de l'île de Pâques. Le monument le plus célèbre est la Porte du Soleil. Il s'agissait sans doute d'un repère astronomique ou peut-être d'un observatoire solaire. Il est orné à l'effigie d'un dieu qui porte des sceptres à tête d'oiseau. Au centre du Kalasasaya, une autre statue monolithique, finement sculptée, dans le style caractéristique de la civilisation de Tiwanaku. À La Paz, notre première visite sera pour la vallée de la Lune. Dans ce canyon, situé au bas de la ville, l'écoulement des eaux a érodé la roche, formant des centaines de cheminées de fées et des aiguilles rocheuses. La
vallée de la Lune a été aménagée en parc de promenade à proximité des quartiers aisés de la ville. La ville de La Paz s'étage dans un immense canyon entre 3000 et 4100 mètres d'altitude. Tout en haut, là où les conditions climatiques sont les plus difficiles, le quartier pauvre, El Alto. Au cœur de la ville, la place Murillo regroupe les symboles du pouvoir. La cathédrale pour le religieux, le palais du gouvernement pour l'exécutif et le palais législatif. Au centre de la place, une statue à l'effigie de Pedro Domingo Murillo, le héros de l'indépendance bolivienne. Nous sommes dimanche après-midi, la ville est tranquille et les promeneurs profitent de la douceur du climat. Quelques mois après notre passage, le palais du gouvernement sera occupé par le premier président bolivien d'origine indienne, Evo Morales. Au sommet du palais législatif, le blason bolivien fait voisiner le condor, le soleil, les montagnes et le lama. On vient de le voir, les minibus privés de transport collectif n'hésitent pas à héler le passager potentiel. Devant l'église San Francisco, celle qu'on voyait gravée sur les portes de l'église de Copacabana, c'est l'animation autour d'un cracheur de feu. C'est sur cette place que se déroulent les grands rassemblements populaires de la capitale administrative de la Bolivie, alors que Sucre est la capitale constitutionnelle. Dans ces quelques rues étroites, au-dessus de la cathédrale, s'ouvre le marché des sorciers. Sur les étals, des grenouilles desséchées, des fœtus de lama, censés apporter la prospérité et la fertilité, des potions, des décoctions d'herbes magiques et des carapaces de tatou. Bref, de quoi soigner tous les maux. Et si tout ça ne suffit pas, on trouve aussi des porte-bonheur en pâte à sel ou des fers à cheval. Nous n'avions rien emporté dans l'avion qui nous ramenait de La Paz vers Lima, mais le vol s'est tout de même bien passé. Nous avons retrouvé l'altitude de la mer, au bord du Pacifique, sur le site Inca de Pachacamac. Le temple du soleil était dédié au dieu Pachacamac. Cet immense lieu de pèlerinage comportait de nombreux autres temples, et à l'époque de la conquête espagnole, la ville était la plus grande de l'Empire Inca. C'est Pizarro lui-même qui envoya son frère à Pachacamac afin d'accélérer le paiement de la rançon d'or et d'argent promise pour la libération de l'Inca Atahualpa. Mais les prêtres avaient fait emporter l'essentiel des richesses du temple. Alors furieux, les Espagnols tuèrent les prêtres et pillèrent les temples. Ce bâtiment plus restauré était l'Aclahuasi, la maison où l'on éduquait les femmes, parmi lesquelles l'Inca choisissait ses épouses ou ses concubines. Elles étaient éduquées à leur devoir par des matrones, les mamacunas.
Poursuivant vers le sud, nous atteignons la péninsule de Paracas, située au sein d'un immense parc national. De cet embarcadère, les bateaux vont nous conduire vers les îles Ballestas. Nous découvrons tout d'abord une colonie de pélicans. Quatre cormorans semblent former une garde rapprochée pour ce pélican. Longeant la péninsule, on découvre sur cette dune le mystérieux candélabre, dont l'origine reste inconnue. On ignore à quelle époque et pour quel usage il fut tracé dans le sable. Certains le relient aux lignes de Nazca, d'autres y voient un amer destiné aux navigateurs. Nous quittons la presqu'île en direction des îles Ballestas. Dans cette réserve nationale, les îles Ballestas sont un sanctuaire pour des milliers d'oiseaux marins. Sur les falaises se côtoient des mouettes, des cormorans, des sternes, des fous de bassan. Des otaries ont choisi ce rocher pour se reposer. La profusion des milliers d'oiseaux a fait des îles Ballestas un gisement exceptionnel de guano. Au début de son exploitation, en 1870, la couche de guano atteignait 30 mètres d'épaisseur. Le cormoran est réputé pour produire la meilleure qualité de guano. Ces oiseaux plus petits sont des sternes. Des silhouettes d'otaries se détachent sur une plage, abritée par une voûte rocheuse. Plus loin, ce sont deux pingouins de Humboldt qui partent à l'assaut de la falaise. Parfois apparaissent des espèces plus rares, comme ce cormoran à pattes rouges.
Si la vie des otaries peut sembler placide, les bagarres semblent toutefois fréquentes. À gauche sur le rocher, on aperçoit une étoile de mer dont se nourrissent les otaries. À bord du bateau, on finit par se demander qui regarde qui. Il est vrai que l'otari est un animal curieux de nature. Apparemment, notre présence ne dérange pas beaucoup les otaries. Sur ces rochers vit une impressionnante colonie de cormorans. Par chance, une otarie nous fait une démonstration de ses talents de plongeuse. Avec son agitation, cette grotte ressemblait fort à une nurserie. Sur cette plage, des centaines d'otaries sont rassemblées. En observant bien, on découvre beaucoup d'agitation et quelques conflits. Nous avons laissé derrière nous les otaries pour rejoindre la péninsule de Paracas et au-delà le site de Tambo, Colorado.
Dans la vallée du fleuve Pisco, au pied d'une colline, Tambo Colorado est une ancienne capitale régionale inca. Elle devait être à la fois un centre administratif et religieux, et sans doute un relais de poste sur la route de la côte. Sur les murs en adobe, on distingue encore la peinture rouge qui les recouvrait et l'ocre qui décorait les niches. La richesse des décors d'architecture, les peintures ocre et rouge, font supposer que ces bâtiments étaient habités par les nobles de la cité. Entre les constructions, une très vaste esplanade devait servir à des cérémonies religieuses et militaires. À Ocucarre, nous avons visité les chais où l'on produit le pisco, l'eau de vie péruvienne qui titre à 40 degrés. Ajoutez-y du jus de citron vert, du sirop de sucre de canne, du blanc d'œuf, un peu de sucre et quelques glaçons. Agitez le tout dans un shaker, saupoudrez d'un peu de cannelle et vous obtenez le pisco sour, l'apéritif national péruvien, avec lequel nous avons souvent ouvert nos repas pendant le voyage. Au milieu du désert de la côte péruvienne, l'oasis de Huacachina est un endroit agréable pour savourer un bon pisco. Les dunes sont si grandes que des amateurs de sandboard viennent du monde entier pour les dévaler. Au bord du lac, l'hôtel Mossone est une étape agréable où nous avons déjeuné avant de reprendre la route en direction de Ica. Le musée d'Ica possède une très riche collection d'objets précolombiens, grâce à laquelle nous remontons la chronologie des civilisations découvertes au cours du voyage.
crâne volontairement déformé date de la période Nazca, tout comme cette momie d'un enfant de 8 ans dont l'étude a démontré qu'il était mort de tuberculose. Les Nazca vénéraient leurs morts. Ils les embaumaient avant de déposer les momies, couvertes de bijoux et de tissus précieux, dans des nécropoles creusées au milieu du désert. Cet homme, qui semble nous regarder, a peut-être participé à la création d'un des plus grands mystères de l'humanité, les lignes de Nazca. Dans le désert traversé par la Panaméricaine, ce mirador permet d'observer quelques-uns des dessins qu'on appelle géoglyphes. Bien que longue de 45 mètres, il n'est pas facile de distinguer les mains. Celle de gauche a 5 doigts, celle de droite n'en a que 4. Il est plus difficile encore de se figurer l'arbre. Il est vrai que nous le voyons à l'envers, les branches sont au premier plan. Pour découvrir les géoglyphes, le mieux est encore de prendre l'avion. Après avoir survolé Nazca, on atteint très vite la zone désertique. On distingue le lit d'anciennes rivières, puis un peu plus loin, les premiers géoglyphes en forme de trapèze. Certains ont vu dans ces gigantesques lignes, creusées à l'époque des Nazca, des pistes d'atterrissage destinées aux extraterrestres. C'est à l'évidence l'hypothèse la plus farfelue, mais 60 ans après leur découverte, personne n'a encore démontré avec rigueur à quoi servaient ces dessins, comme celui de cette baleine gravée dans le désert. Plus troublante encore, cette figure appelée l'astronaute, qui lève la main vers le ciel, comme un signe adressé aux dieux. La théorie la plus couramment admise est celle de Maria Raisch, cette mathématicienne allemande qui passa 50 années de sa vie dans ce désert pour étudier les lignes. Selon elle, ces figures et ces lignes étaient liées aux constellations, aux solstices et aux équinoxes. Leur but était de servir de calendrier astronomique géant. Selon Maria Raisch, pour tracer leurs dessins, comme ceux qu'on dore, les Nazca auraient utilisé de longues cordes attachées à des piquets, et les figures auraient été dessinées au moyen d'arcs de rayons divers. Des théories plus récentes avancent que les lignes et les figures de Nazca, comme cette araignée, seraient des formes d'offrandes renouvelées pendant des siècles au culte de l'eau et de la fertilité, dans la lutte permanente des Nazca pour survivre dans le désert. Est-ce que ce colibri livrera un jour son mystère? Rien n'est moins sûr en l'absence de tout écrit dans la civilisation Nazca. Mais nul doute qu'il attirera encore beaucoup de chercheurs et de visiteurs dans le désert péruvien. À 300 mètres d'altitude, on reconnaît le Mirador au bord de la Panaméricaine. Nous survolons les mains et l'arbre. Il faut beaucoup d'attention pour arriver à discerner les 4 doigts
à gauche et les 5 doigts à droite. Le pariwana, ou le flamand, est la figure la plus longue. Il mesure 280 mètres. On distingue ses ailes déployées et les 2 pattes de part et d'autre de la queue. Quant au perroquet, on le reconnaît surtout à son bec, et certains y voient plutôt une libellule. Restait un dernier mystère, l'un des seuls en fait à avoir été découvert, la raison pour laquelle les lignes ne se sont pas effacées avec les siècles. C'est la configuration même de ce plateau désertique qui a évité l'accumulation de sable. Les lignes se trouvent dans une dépression protégée par les Andes et par une chaîne de montagnes. Après 45 minutes de vol au-dessus des lignes de Nazca, il était temps de redescendre sur Terre. Après ce qui fut pour moi un superbe baptême de l'air en monomoteur, il ne restait plus qu'à méditer, au bord de la piscine de l'hôtel Nazca Lines, sur les nombreux mystères des civilisations précolombiennes.